Mesdames, Messieurs, bonsoir. La guerre en Ukraine au menu de questions d'actu ce soir. Près de 2 mois d'offensive russe sur l'Ukraine. Et le président américain Joe Biden a pour la première fois accusé son homologue russe Vladimir Poutine de mener, je cite, un génocide. Mot jusque-là employé que par le président ukrainien. Mais une question s'impose. Selon le droit international, quels sont les éléments qui permettent de qualifier un génocidaire? Réponse dans quelques instants. Sur le terrain, tous les regards sont braqués sur Mariupol. Les soldats ukrainiens résistent encore, mais reconnaissent ne plus pouvoir tenir plutôt bien longtemps. Certains reprochent même à l'état-major à Kiev de les avoir tout simplement oubliés. Alors, prendre Mariupol permettrait aux Russes, rappelons-le, de consolider bien sûr leurs gains territoriaux sur la bande côtière qui longe la mer d'Azov et qui relie la région du Donbass à la Crimée. Alors la question qui se pose aussi, le retrait de Kiev fait-il partie du plan de Poutine pour mieux se positionner ailleurs, donc dans cette région de l'Est? Enfin, l'onde de choc économique s'annonce grave selon l'Organisation mondiale du commerce. La guerre en Ukraine pourrait effacer la moitié de la croissance du commerce mondial en 2022. Et puis à long terme, cette crise pourrait mener à une désintégration de l'économie mondiale pour reprendre les termes de l'OMC. Ce serait dévastateur pour les chaînes de valeur mondiales qui se remettent à peine de la grippe liée à la Covid-19, sans parler des risques de pénurie alimentaire. Pour répondre à nos questions ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, je rappelle, et vous n'êtes plus bien sûr à présenter que vous êtes un expert en stratégie et en sécurité également sur le plateau. Toujours un plaisir de vous accueillir. Drissa Issaoui, bonsoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Et puis par Skype, depuis Paris, se joint à nous professeur Abdelrahman Mekaoui, universitaire, expert en affaires militaires. Bonsoir professeur Mekaoui, merci de vous joindre à nous depuis Paris. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, première question, avec cette actualité, avant de revenir, ce qui est encore plus d'actualité, c'est le discours de Vladimir Poutine, prononcé donc aujourd'hui. C'est une première depuis quelques temps déjà. On va y revenir. Mais avant, Joe Biden qui accuse son homologue russe de génocide. Qu'est-ce qu'un génocidaire selon le droit international? Est-ce qu'on a des exemples de génocidaires dans l'histoire et ils sont comparables à l'invasion russe en Ukraine? Professeur et colonel Saoud pour l'occasion. Merci madame. Le droit international humanitaire est clair. Il y a le crime de guerre, crime contre l'humanité et le génocide. Le crime de guerre est tout ce qui est des bombardements indiscriminés. Je veux dire par là, dès que la population est touchée par des effets de guerre, on est dans des crimes de guerre. Dès que vous touchez les infrastructures culturelles, sanitaires, etc., vous êtes dans le crime de guerre. Et c'est prévu par le droit international humanitaire. Quant au génocide, d'après ce même droit, c'est la volonté délibérée d'éliminer systématiquement une population pour des raisons tribales, confessionnelles, ethniques, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en Ukraine. On n'en est pas là parce que c'est des Slaves, c'est des orthodoxes, c'est presque une même famille qui ont beaucoup de relations. Et donc, le génocide, le dernier en date, c'est le génocide rwandais entre les Tutsis et les Hutus. Je pense qu'il ne faut pas galvauder ces concepts-là qui sont expressément cités par le droit international. Le droit international, absolument. Et il y a un tribunal pour ça qui se trouve à La Haye. Alors, justement, Idriss Issaoui, quand on parle de génocide, en tout cas pour Emmanuel Macron, c'est la prudence qui est de mise. Il préfère rester prudent, je le cite, je serai prudent avec les termes. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que, malgré cette image que l'Occident essaye de mettre en avant, c'est-à-dire cette image d'unité de tous les pays qui se sont mis comme une seule force pour répondre à l'attaque russe contre l'Ukraine, finalement, il y a certaines divisions, entre guillemets, le terme division,
Ne serait-ce que l'exemple ici de l'administration américaine qui traite Poutine de génocidaire et la France qui préfère la prudence. Et d'autres pays qui n'ont même pas réagi. Cette réaction de la part du monde occidental de manière générale, je pense, a été pensée. Il fallait absolument que l'Europe, en tant qu'Europe, en tant que groupement géographique, puisse réagir à cette situation. Pourquoi? Parce qu'on a la Russie, de l'autre côté, qui est censé être un pays européen. C'est d'abord un pays membre du Conseil de sécurité, il a un droit de veto, etc. Donc on ne peut pas le traiter n'importe comment. Mais aujourd'hui, c'est un pays qui pose problème. Pose problème pourquoi? Parce qu'il a choisi de traiter de manière assez particulière, pour ne pas dire génocidaire, pour ne pas dire un crime contre l'humanité, etc., et de traiter de manière assez particulière les habitants et le pays de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que lui considère que c'est un pays où il y a des nazis. Dans la conception des Russes aujourd'hui, l'Ukraine, c'est un pays où séjournent, où se trouvent des nazis dans le sens de la Deuxième Guerre mondiale, dans le sens universel que l'on connaît, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là pour justement faire des génocides, qui sont là pour se développer au détriment d'une autre civilisation, etc. Donc à partir de là, le président français, enfin actuellement il est juste candidat, toujours président, a toujours été très parcimonieux au niveau de son langage. Oui. Il n'a jamais été dans l'excès quand il parle de... C'est vrai qu'il dit, attention, je suis le président du Conseil de l'Europe, il faut que je fasse attention, mais en même temps, c'est un homme qui a voulu que cette histoire soit traitée comme étant une histoire grave, qu'il fallait s'arrêter à un moment donné, réfléchir sur où ira l'Ukraine, où va la Russie et où va justement tout ce beau monde. Parce qu'on se rappelle que ce même Macron a été reçu de manière très froide par Poutine, vous vous rappelez? Oui, au tout début du conflit. Non, mais c'était fait exprès. C'était fait exprès pour dire aux Européens, attendez, vous n'êtes pas concernés, vous êtes venus me voir, vous n'avez rien à me dire, moi j'ai d'autres problèmes, laissez-moi faire mon travail. Est-ce que vous pensez que le fait de... Est-ce qu'il y aurait quelques divisions, juste pour revenir à ma question, est-ce qu'il y aurait des divisions au sein de ce bloc occidental face à la Russie? Bien sûr. Notamment sur la question du gaz, par exemple. Sur le gaz, sur le pétrole de manière générale, sur les produits de première nécessité, parce qu'en fait, l'Ukraine et la Russie, ils assurent quelque chose comme 40% du marché mondial. On ne peut pas oublier cela. Donc, il fallait justement traiter cela avec beaucoup de précautions. Et c'est pour ça que la France n'a jamais été dans l'excès. La France a été dans l'équilibre. À tempérer. Wow. Exactement. Alors, à tempérer, envoyer aussi des enquêteurs. Aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Absolument. L'enquête à Boutcha, où 400 corps auraient été retrouvés depuis la libération de la ville. Ce chiffre reste quand même à vérifier et à prouver. Seuls 160 auraient pu être identifiés, mais l'enquête continue avec cette arrivée d'enquêteurs, dont des enquêteurs français, ce sont des enquêteurs internationaux, qui sont censés récolter des preuves pour traduire en justice les responsables de la destruction des villes autour de Kiev, dont celle donc, de Boutcha. Professeur Mekkaoui, une enquête internationale, comment ça se passe? Et est-ce que c'est une tâche facile? Je reviens au propos de mes amis Essaoui et Hassan, que ce conflit, en plus des opérations militaires sur le terrain, le conflit se situe au niveau du verbe et de l'image. Et chacun des belligérants essaie de manipuler l'image à sa façon. Et toutes les informations qui nous parviennent de l'Ukraine sont
doivent être prises avec beaucoup de prudence et de vigilance, surtout dans la question des génocides, la question... Oui, c'est pour ça que j'ai évoqué cette enquête qui vient d'être entamée à Boutcha. Oui, l'enquête entamée à Boutcha, il y a des pays occidentaux, dont la France a envoyé des enquêteurs de la gendarmerie ici en France, des Anglais, etc., et même des Américains qui sont sur place. Et j'ouvre une parenthèse ici, qu'il y a des troupes occidentales sur le terrain des opérations. Il ne faut pas le cacher. Les Occidentaux, en plus des armes, ils ont envoyé des troupes. Simplement, il faut mentionner un détail de taille, que le traité ou la Convention de Genève, la troisième Convention de Genève, qui régule un peu ces questions, on mentionne que la Russie n'a pas signé l'article 3 concernant les enquêtes et les enquêteurs. Et ce qui signifie que la Russie n'est pas appelée à respecter les résultats de ces enquêtes. La troisième convention de Genève stipule dans son article 3 que les pays qui n'ont pas signé l'article 3 ne sont pas contraints à reconnaître les résultats de ces enquêtes. Donc, il y a aussi une différence de taille entre le génocide, le crime de guerre et les crimes contre l'humanité. Et les deux belligérants, il faut savoir que le mot Ukraine signifie frontière, signifie pays tampon dans le langage ukrainien. Donc, les génocides, les Russes accusent la milice Azov d'être derrière les massacres de Bucha et contre les collaborateurs russes qui ont été éliminés par la milice Azov. Et de l'autre côté, en contrepartie, Zelensky, le président ukrainien, accuse les troupes russes d'être derrière ces massacres. Donc, il n'y a pas une vérité sur la question des massacres ou des génocides ou des crimes de guerre. Du coup, ça sert à quoi Est-ce que vous pensez que si l'enquête est menée par, bien sûr, ce sont des enquêteurs internationaux qui sont censés respecter une objectivité stricte, bien sûr, mais selon vous, est-ce que ce ne serait pas biaisé? Les résultats ne seraient pas biaisés, tout comme la communication autour de cette invasion russe en Ukraine. Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'intox, et finalement, ce qui nous arrive, nous, je parle pour le Maroc, mais aussi pour tout le pourtour méditerranéen en Europe et aux États-Unis, l'essentiel, 80-90% de l'information mainstream, elle émane de médias occidentaux. Exactement, c'est la guerre des images et du verbe, c'est-à-dire il y a vraiment des mises en scène de tout à fait d'un massacre macabre. Les Russes accusent les Ukrainiens et surtout la milice Azov. Et je compléterai ici pour la question de la milice Azov, qui est une milice de droite, mais qui a aussi un penchant nazi depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne le cache pas, même le président Zelensky, qui est un juif, reconnaît qu'il y a vraiment des dépassements de la milice Azov, qui a vraiment assassiné des prisonniers de guerre russes dans la région de Mariupol. Donc, les informations qui viennent des deux parties sont contradictoires et il faut les prendre avec beaucoup de doigté, beaucoup de vigilance. Alors maintenant, on commence à parler d'utilisation d'armes chimiques aussi, messieurs, et
C'est pas la seule enquête qui est ouverte. Il y a 6000 enquêtes des milliers d'enquêtes qui sont ouvertes pour crimes de guerre, présumés commis par les troupes russes. Est-ce que cette question d'utilisation d'armes chimiques, est-ce qu'il y a une guerre plus sale qu'une autre, colonel Saoud? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de guerre propre. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Il y a au moins des dégâts collatéraux, c'est connu, sauf quand ils dépassent certaines proportions. Vous avez bien fait de rappeler que l'enquête est très difficile, parce qu'elle prend beaucoup de temps. Il faut documenter. Et compte tenu, comme avait dit Simkawi, des arguments des uns et des autres, c'est compliqué de faire la part des choses. Sauf que la Cour pénale internationale préfère des enquêtes indépendantes. Il préfère des organisations non gouvernementales censées être impartiales. On connaît les ONG. Hein. Mais ils connaissent. Et la partialité de certaines absolument, ONG. Ils connaissent. Mais c'est toujours difficile. Mais dans les temps actuels, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Qu'est-ce que cette indépendance? Qu'est-ce que vous appelez par une organisation indépendante? Ça veut dire de l'impartialité concernant des observations ou des enquêtes et des faits déterminés, corroborés par de la science, de la technologie, de la police scientifique, de la police technique. Vous savez, c'est devenu très facile. Je pense qu'en l'espèce, ça va être beaucoup plus rapide qu'avant. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas les trucs de l'ex-Yougoslavie. Je pense que ça va aller très vite. Mais le temps judiciaire aussi, par rapport à la Cour pénale internationale, elle restera lent. Ouais. C'est vrai que la Russie, comme les États-Unis, ne font pas partie de ce protocole-là de la CPI, mais cela n'empêche le tribunal de la Cour pénale internationale de déclencher des poursuites une fois que le chef d'État qui est censé être concerné ne soit plus au pouvoir. Au pouvoir, ben oui. Donc, ça ajoute à la difficulté, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter de faire ce qu'il faut pour faire un état des lieux objectif, impartial, parce que, vous savez, dans toute guerre, la plus grande victime, c'est la vérité. Malheureusement. Absolument. C'est la bataille des chiffres, c'est la bataille de l'information. C'est pour cela que, comme l'a dit Mkawi, il faut qu'en tant qu'observateur, qu'on se garde de penser, parce que les chiffres que j'ai vus aujourd'hui... On parle de 20 000 victimes à Mariupol. 1062 prisonniers russes. Qui ont fait de la reddition. Non, des Ukrainiens aujourd'hui. Oui. C'est les Russes qui les a... du coup, c'est les Russes qui annoncent ce chiffre d'un millier de soldats. Un millier, plus de 62 officiers, plus des femmes militaires, plus un tas de matériel. Bon, c'est un élément, ils ont donné des photos et tout ça, mais il faut faire attention avec cette guerre des chiffres. Mais comment faire attention déjà avec la guerre des chiffres? Et ce que je disais aussi, avec cette guerre d'annonce, on parle de l'utilisation d'armes chimiques. Oui. Quelles seraient les preuves? Comment... Ça, c'est, si vous voulez, dans ce genre de guerre, parce que c'est une guerre d'information, de communication, et je pense que les Russes l'ont bien compris. C'est pas que, hein. Non, ils l'ont bien compris. Ils l'ont compris, mais après, ils sont un peu isolés. On n'entend pas la voix russe. Non, c'est-à-dire ce qu'il y a, c'est que nous, on est d'un côté de l'histoire, où on a tout fait pour bloquer l'information qui peut arriver de la Russie. Tout à fait. On avait une chaîne de télé qui pouvait passer des choses, Sputnik, etc. Tout a été bloqué. Tout a été bloqué. Bloqué en Europe et donc par ricochet au Maroc aussi. Absolument. Donc nous, on n'a pas d'informations de l'autre côté. Alors, deuxième chose. Oui, vous avez la Russia Today en arabe. Elle est libre. Ah bon? Oui, c'est la seule qui est restée. C'est la seule qui est libre. C'est important pour moi, je ne savais pas. Non, c'est pour lui dire. Là, mais je l'ai vu. Voilà. Mais le problème, on n'est pas aussi bien informé que par les autres qui parlaient en anglais et en français, etc. Alors, autre chose. Les Russes savent très bien que ce genre de conflit ne peut être géré que par de l'infotox, que par justement
de ces fake news que l'on fabrique. Alors, Donc c'est fabriqué, vous pensez, des deux côtés? Ah oui, oui. Absolument. Côté russe? Du côté russe, c'est des champions de la fake news. Absolument. Et du côté ukrainien aussi, pour le coup? Du côté ukrainien, c'est la seule chose qui leur reste aujourd'hui, parce que c'est quand même des agriculteurs. On oublie. Ce sont des gens qui travaillent, effectivement, mais... La terre, pas la guerre. La guerre, ils vont la faire quand ils seront obligés de la faire. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ils sont obligés de se défendre, mais le problème, c'est que ce sont des gens qui ont une notion une notion du territoire qui leur est très particulière. Parce que tous les étrangers ont été poussés à la sortie. Les Marocains, on était quelque chose comme 10 000, 11 000 étudiants. La plupart sont rentrés chez eux ou sont restés en Pologne. Vous avez les Africains de manière générale qui ont vécu des moments très difficiles. Et de toutes les manières... Ils n'ont pas été poussés. Enfin, selon, encore une fois, des images, ils leur interdisaient de monter dans les trains. C'était des images, encore une fois, à vérifier. Non, mais c'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire, par exemple, pour les étudiants marocains, ils ont été rapatriés. C'est ça. Donc, et on a pu parler, certains d'entre eux, on a pu parler avec eux et on a senti un peu, on a eu le sentiment. Mais... Le sentiment de xénophobie qui existe en Ukraine, il est réel, il est concret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. J'ai l'histoire d'une femme, une Ukrainienne, qui a épousé un de ses étudiants, un Africain de Côte d'Ivoire. Lui était noir, elle était blanche, etc. Et c'était tellement serré au sein de la société ukrainienne qu'ils ont été obligés de voyager, de quitter l'Ukraine pour aller en France parce que l'Ivoirien a trouvé quelque chose à faire en France et la dame, professeure d'université, était obligée de se déplacer. Donc, il faut faire attention qu'on n'est pas en train de parler d'une guerre normale qui se passe sur un terrain normal avec, disons, une information fluide. Non. L'information, en tout cas, qui nous est parvenue aujourd'hui, ce matin, notamment sur... Maintenant, tous les regards sont braqués sur le Sud-Est. Vous n'allez pas me contredire, messieurs, sur ça. Alors, où en sont les combats là-bas? Où en est le conflit dans le Sud-Est? Je vais poser peut-être la question au professeur Mekawi. Donc, finalement, est-ce qu'avec cette déclaration des forces ukrainiennes, qu'ils résisteraient plus assez longtemps, Mariupol pourrait tomber dans les heures, voire les jours qui viennent? Est-ce que Kiev les a réellement abandonnés, ou en tout cas l'état-major à Kiev a abandonné les soldats ukrainiens qui se cachent dans les souterrains en kilomètres, sont retranchés là-bas? Quelle est la situation selon vous aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement Mariupol, ce port stratégique, risque de tomber? Premièrement, il faut mentionner, souligner que l'état-major russe nous a habitués depuis la Deuxième Guerre mondiale à préparer des scénarios sur tous les plans et dans tous les domaines, y compris la guerre de l'Ukraine. C'est-à-dire l'invasion, nous sommes devant un agresseur et un agressé, tout le monde est d'accord, mais il y a la responsabilité des Ukrainiens et des Russes dans ce conflit. Ce qui se passe actuellement, pour répondre à votre question, la Russie a vu que la communauté russophone de Donbass, qui n'a jamais voulu se séparer de l'Ukraine, il a demandé simplement une autonomie pour garantir ses droits linguistiques, économiques, etc. Sachant que 13% de Donbass, du territoire est constitué de Donbass et 30% de la richesse provient du Donbass. C'est une région très riche, c'est une région industrielle et pour retomber sur Mariupol, qui est une ville importante économiquement, stratégiquement et industriellement. Actuellement, la ville, du point de vue militaire, est encerclée et tombée. Son port, qui est stratégique dans les eaux chaudes de la mer d'Azov, est entre les mains des bâtiments russes.
les troupes ukrainiennes se sont repliées sur une ville qui équivaut, dont le territoire équivaut au territoire de la ville de Mariupol. C'est la ville d'Azovstal. C'est une ville métallurgique. On peut projeter aussi une carte de cette partie, comme ça on suit avec vous, professeur Mekawi. Donc je demande à la régie de projeter cette carte où on voit clairement l'avancée des troupes russes, n'est-ce pas, sur cette région du sud-est. Oui, c'est une ville c'est-à-dire indépendante par rapport à la ville de Mariupol qui est, c'est-à-dire militairement, est tombée entre les mains des Russes et des séparatistes de Donbass. Mais les 3000 soldats, d'après les renseignements militaires français, qui se sont repliés sur la ville d'Azovstal, qui est une ville métallurgique. Les Russes sont prudents d'investir cette ville industrielle à cause de deux raisons. Deuxièmement, il y a des laboratoires de mercure et des laboratoires de production chimique et même biologique. Et c'est une ville industrielle qui peut vraiment servir à la Russie dans le futur. Mais c'est pour ça que c'est-à-dire l'envahissement de cette ville industrielle se fait par petits pas. Et je pense que les soldats, les 1000 soldats qui sont toujours repliés sur la ville d'Azovstal vont se rendre dans les heures qui viennent. Surtout qu'on doit savoir, d'après les renseignements militaires occidentaux, que la véritable guerre en Ukraine va commencer dans des heures, les heures suivantes ou dans les 2 jours qui suivent. Parce que la Russie a préparé vraiment des troupes nouvelles avec un armement sophistiqué, avec un chef d'état-major. Qu'est-ce qui change finalement par rapport au début des opérations, notamment autour de la capitale Kiev? Ce qui a changé, c'est que la première offensive, ce que les Russes appellent le plan A, c'était envahir Kiev, la capitale, ou simplement une opération tactique pour alléger, pour faire reculer les troupes ukrainiennes qui sont envoyées par des dizaines de milliers sur le Donbass et sur la Crimée. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Zelensky a signé l'année dernière, le 21 mars 2021, un décret où il envoie des milliers de soldats vers le Donbass et vers la Crimée. Et il a dégarni un peu c'est-à-dire le territoire qui se trouve sur la Biélorussie. Donc c'était une avancée tactique, selon vous? C'était une avancée tactique, mais c'était une avancée éclair, forte, organisée par les troupes tchétchènes de Kadyrov, Ramtan Kadyrov, et par une milice de Wagner. Mais ils n'ont pas réussi. Le Kremlin voulait envahir Kiev, la capitale, et placer un gouvernement qui lui est favorable. Il n'a pas réussi grâce au renseignement occidental qui a alerté les Ukrainiens à cette offensive éclair. Mais c'était une opération éclair. Très bien. Une opération éclair. Une réaction, colonel Saoud. Il y a bien sûr cette carte de nos confrères du Figaro qui explique un peu comment ça se passe. Mariupol, Donetsk déjà qui est prise. C'est une carte récente, c'est la situation d'aujourd'hui. Absolument. 13 avril. Principaux combats et frappes du 13 avril. De toutes les façons, il faut quand même rappeler dès le départ comment ça a été. Ça a été une guerre un peu géographiquement globale et dans son mode d'action globaux. Information, cyberguerre, acquisition de territoire, sauf qu'à un moment donné, il y a eu une dispersion des moyens, et il y a eu des problèmes de logistique, des problèmes de nourriture, des problèmes de télécommunication, et on s'est rendu compte qu'on ne peut pas couvrir tous les territoires. Sauf que la Russie a réussi quelque chose qu'il faut dire, c'est cette guerre d'attrition. C'est toute cette destruction. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre d'attrition? C'est toute la destruction de toutes les infrastructures critiques, militaires,
défense aérienne, aéroport, tout ce qui est évidemment poste de commandement ukrainien. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils ont réussi cette mission. Maintenant, je pense qu'ils sont acculés à un redéploiement. Et on a vu qu'ils sont partis dans le sens du nord et de l'est pour essayer de se réorganiser et de se redéployer, mais surtout de venir vers l'est et le sud-est. Exact. Donc vous voyez le nouveau dispositif qui est exactement ceci. Du côté de la Crimée, de Sébastopol et du côté de la mer d'Azov, il y a ce qu'on appelle un blocus maritime. Les bateaux que vous voyez là, c'est un blocus maritime. Et vous avez évidemment la partie Luhansk et Donetsk qui sont en orange foncé, qui sont déjà contrôlés. C'est les fameuses républiques. Mais il y a un encerclement de Mariupol. Les usines, c'est des usines, c'est de la métallurgie, Eliv. Absolument. C'est une usine aussi importante qu'une ville comme Rabat. Et puis, vous avez l'autre usine qui est aussi de la sidérurgie. C'est là où les derniers combattants de l'Ukraine, dont le bataillon Azov, sont encerclés, privés de soutien logistique et de renfort. Parce qu'elle est assiégée depuis 40 jours, rappelons-le, cette ville de Mariupol. Ils étaient dans une espèce d'économie pour durer. Là, ils sont à bout. Et je pense que aujourd'hui, c'est le but de guerre immédiat. Qu'est-ce que serait l'impact si Mariupol tombe? Si Mariupol tombe, les mains des Russes. Très important stratégiquement, vous allez faire la jonction entre la Crimée, la mer d'Azov et tout le territoire des fameuses républiques entre guillemets. Et donc ça, les renforts peuvent aller et venir. Là, la Russie aura quelque chose à présenter peut-être à l'occasion du 9 mai, qui est, comme vous le savez, cet anniversaire de la capitulation des nazis. Donc c'est important pour vous. Vous pensez que c'est pris en compte par les Russes? Je pense qu'il faut un trophée de guerre pour le président Poutine, parce que vous savez, le 9 mai, c'est une fête nationale très patriotique. Tout à fait. Où il y a tout un étalage. Et là, si vous présentez cette libération, parce qu'aujourd'hui, le président Poutine a parlé de libération des habitants de Donbass. Ce matin. Ce matin même, absolument. Absolument. Et il a parlé aussi de la lutte contre les nazis. Parce que Azov, pour lui, c'est des néo-nazis. Donc, c'est ça le but, comment on appelle ça, l'effet majeur actuel. Oui. Alors, après tout ça, il faut voir l'installation dans la durée. Je pense qu'on y est. Mais je pense que les combattants ukrainiens finiront par capituler, à mon humble avis. Il y aura de la résistance, il y aura évidemment beaucoup de casse, surtout de ceux qui veulent reprendre du terrain, mais on est parti quand même pour une rapidité d'exécution avant le 9 mai, à mon avis. Alors, rapidité d'exécution, en quelques semaines, il y a beaucoup de kilomètres carrés du territoire ukrainien qui est contrôlé par les Russes. C'est en soi une avancée. Enfin, contrairement à ce que dépeignent un peu les... Ils n'occupent pas des villes, ils n'occupent pas quelques petites villes. Mais ça reste des territoires qui sont riches en minerais et en autres. Donc ils sont contrôlés aujourd'hui par les Russes. C'était fait exprès, dès le départ. Vous savez, il y avait une colonne de 50 à 60 kilomètres de camions, de véhicules qui se sont alignés et qui ont avancé depuis le point de départ qui a été donné. C'était quoi? C'était pour montrer qu'il y avait une force qui arrivait. Et c'était pour créer justement ce sentiment d'insécurité, d'inquiétude chez les Ukrainiens. Moi, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que les Russes n'oublient pas qu'ils ont une opinion publique interne. Et c'est pour cela que le 9 mai est important pour eux. C'est pour cela que toute la discussion, tout ce qu'ils ont à faire, la gestion de l'espace public, c'est la gestion de l'information publique qu'ils doivent distribuer. Et pour cela... Et qui est verrouillé en Russie. Absolument. En Russie, on verrouille tout pour pouvoir justement avoir une main sur ce que va faire l'opinion publique russe. Alors, il y a bien entendu
Il y a la Bon, il y a eu des Biélorussie. milliers Non, il y a eu la des Biélorussie, milliers d'arrestations hein, depuis le Absolument. début de, Non, mais de de cette toute manière, la offensive Russie sur l'Ukraine. est ainsi faite. C'est-à-dire ceux qui sont contre, ils manifestent. Oui. C'est-à-dire les gens ne se taisent pas. Mais ça reste quand même... Mais ils finissent en prison. Bah, oui, en prison, c'est clair. Mais ce sont des pays où ils disent « nous avons réussi ». C'est-à-dire que ceux qui nous considérons souvent comme étant des dictateurs, c'est des gens qui justifient leur action, leur présence par cette capacité à faire des choses dans l'intérêt de la communauté. Et c'est pour cela que la communication publique n'est pas quelque chose qui est laissé au hasard. Au contraire, elle est contrôlée, maîtrisée et dirigée. Parce qu'en fait, nous avons tourné le dos à la population ukrainienne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Parce qu'il y a Qui a tourné le dos? Tout le monde entier, à part le fait de parler du pays Ukraine, mais on n'a pas de sentiments. Quels sont les sentiments Les réfugiés ont été très très bien réceptionnés et reçus. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de voilà. ça. Non, ça a été fait. Ce ne fut pas le cas pour les Syriens et les Afghans. Non, ça a été même exagéré Oui. pour certains pays, pour la France, etc. Qui les concernent déjà comme Européens. Ils disent que voilà, nous sommes en train de recevoir des Européens sur notre sol. Voilà, or que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'UE. Absolument. Donc pourquoi vous dites qu'ils ont tourné le dos à l'Ukraine, Sidri Saïsaou? Non, c'est-à-dire qu'on a tourné le dos en termes d'information. C'est-à-dire qu'on parle de l'Ukraine comme étant un espace géographique lointain qui ne concerne pas le vécu de tous les jours des Européens, etc. Et que finalement, on n'a pas à nous occuper de leurs sentiments, de leur vécu, etc. Et que finalement, ce sont des gens qui vont finir par disons, avoir raison. Ils vont finir par nous écouter, par écouter ceux qui sont là pour les, entre guillemets, pour les civiliser, pour les rendre plus dociles, pour les rendre moins nazis, comme dit Poutine. Je voulais justement parler d'un événement qui est important en relation avec cette guerre dans le Donbass. Vous savez qu'il y a une nouvelle... Vous avez failli dire nouvelle guerre. C'est une nouvelle bataille, si vous voulez, voilà, mais qui est cruciale, qui est très importante symboliquement pour la Russie. Et il y a eu un changement de commandement en prévision justement de cette... Vous allez y venir, vous me faites la transition. Donc, justement, la nomination d'un nouveau général absolument. Qui va s'occuper des opérations. Absolument. Qui est ce général? Eh bien, c'est un général, Alexandre Dornikov, connu comme quelqu'un de brutal, un sexagénaire qui a fait la Tchétchénie, qui a fait la Syrie, et dont on connaît la brutalité. Et ce n'est pas un enfant de cœur. Et là, elle a été désignée par le président comme chef des opérations dans cette partie de l'Ukraine. D'ailleurs, le chef de la CIA l'a appelé le boucher de Syrie. Le boucher d'Alep. Et le président américain a aussi qualifié le président russe de boucher. De boucher. Et donc, je pense que par rapport à cette éclipse du ministre de la Défense et du chef d'état-major, en l'occurrence Shoigu et Gerasimov, je pense que, en fonction de la réussite de ces opérations, ce général-là est appelé peut-être à prendre beaucoup d'importance dans l'échiquier militaire. Qu'est-ce que c'est? Comme quoi? Devenir chef d'état-major. Oui. S'il réussit cette mission. Oui. S'il réussit cette mission. Alors, parce qu'il est connu comme quelqu'un à qui on confie les missions les plus dures et les plus difficiles. Donc on a sous-estimé peut-être la mission de Kiev. Tout à fait. Et on a sous-estimé la résistance ukrainienne et on a sous-estimé ce patriotisme. Parce que l'erreur qui a été commise, et j'ai oublié de le dire, quand vous voulez envahir, si vous n'avez pas des raisons internes, vous êtes planté. Il faut avoir des raisons. La Crimée, il a eu des raisons. Parce qu'il y a des russophones, etc. Mais là, il y a eu un retournement. Même les russophones sont devenus russophobes. Et c'est ça le problème des services de renseignement russes, où maintenant on sent qu'il y a beaucoup de dissensions.
Professeur Mekawi, peut-être vous voulez réagir. J'imagine que vous avez un mot à dire sur ce qui a été discuté. Avant que je vous pose une question sur l'avancée, n'est-ce pas, de cette guerre et aussi le fait que ça dure, comment cela pourrait être. Est-ce que c'est viable que cette guerre dure encore plus longtemps? Parce que c'est la question que se pose l'opinion publique, surtout avec, bien sûr, les impacts économiques qui en découlent. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien ajouter quelque chose sur le plan militaire. Au niveau de la composition des troupes ukrainiennes qui étaient massées depuis mars 2021 sur le Donbass et en face de la Crimée. Parce qu'il y avait un projet de récupération de la Crimée et de mater la rébellion dans le Donbass. La rébellion qui n'était pas séparatiste au début, il faut dire les choses comme elles sont. Les accords de Minsk 1 et 2 allaient dans le sens d'une autonomie pour répondre aux revendications des rebelles de Donbass. Donc les troupes ukrainiennes, on parle beaucoup de la milice Azov qui est néo-nazi, de droite, antisémite, etc. Il est constitué de 110 000 hommes et femmes. Et il y a d'autres milices que les médias occultent. Il y a la milice islamique pour la libération de la Crimée, le Front de libération de la Crimée, qui est une milice islamique qui est composée de plusieurs Syriens et de plusieurs Afghans, il faut le mentionner. Il y a aussi la milice Svoboda, qui est vraiment une autre milice, qui est très brutale. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on souligne un peu le rôle des mercenaires et des milices et des armées privées dans ce conflit qui a tendance à s'installer dans le temps. Il y a même Vous parlez de rôle des mercenaires de quel pays? C'est-à-dire qu'ils sont... il y a le Front des volontaires internationaux qui rassemble des volontaires venant des États-Unis, même de l'Argentine et du Mexique. Il y a le Front islamique de la libération de la Crimée qui est composé des Afghans, des Syriens, des Libyens, ce sont des islamistes. Et même des anciens membres de Daesh et de Al-Qaïda. Donc il y a la fameuse milice Svoboda qui est aussi antisémite. Donc il y a beaucoup de milices, beaucoup d'armées privées qui sont sur le théâtre d'opération. Et je pense que la guerre proprement dite va commencer dans les heures ou les jours qui viennent. Et ça va être vraiment, comme disait mon ami Hassan, ça va être un peu le cadeau que Poutine va annoncer le 9 mai. C'est parce que c'est la réalité du terrain qui dicte aussi les négociations à suivre. À partir de la récupération de Mariupol et même d'Odessa, qui est une grande ville aussi côtière, qui est stratégiquement importante pour les Russes. Donc, cette homogénéité territoriale, industrielle, économique, agricole, etc., va vraiment donner l'occasion à M. Poutine d'annoncer que ses objectifs dans l'Ukraine ont été atteints et il va justement dicter aux négociateurs russes et ukrainiens la feuille de route à suivre prochainement. La question que vous m'avez posée, si vous permettez de la répéter. Alors justement, vous avez plus ou moins répondu, en fait, pas à cette question, mais en tout cas, vous y avez répondu indirectement parce que vous dites que cette guerre vient de commencer. Parce que moi, je parlais de l'allongement de la durée de cette guerre. Finalement, elle ne finit que commencer. D'ailleurs, même selon le président russe, l'opération se poursuit, je cite, calmement, de manière harmonieuse. Pour citer encore Vladimir Poutine, si vous permettez, professeur Mekawi, les sanctions se retourneront contre ceux qui les ont prises.
Ça vous fait sourire, colonel Saoud. Driss Issaoui, finalement, les sanctions ne servent à rien. Il y a quand même un impact à ces sanctions économiques. C'est des gens qui s'attendaient à ces sanctions. Voilà. Pas à ce point, parce que ce sont des sanctions inédites. Non, d'abord, quand ils ont décidé de faire cette action militaire en Ukraine, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des actions, Représailles. des représailles de la part de la communauté européenne de manière générale et des États-Unis par ailleurs. C'est-à-dire que le fait de faire un blocus sur les banques russes, le fait de faire, de couper pratiquement la Russie et son environnement du reste du monde, ça, je pense qu'ils l'ont réussi. Mais aujourd'hui, ils l'ont réussi d'une certaine manière, parce que l'essentiel des grands acteurs économiques sont toujours présents en Russie. Regardez certaines sociétés françaises de pétrole, elles sont toujours présentes parce qu'ils ont des contrats à long terme et ils ne veulent pas le remettre en cause. Il y a aussi un certain nombre de marchés à terme qui concernent les produits des céréales, etc. C'est des marchés qui vont continuer à marcher. Notamment en Afrique. Oui. Non, l'Afrique est un pays qui sera... Continent. Le continent Maroc de manière... aussi est concerné par cela. On est dedans. Le Maroc est un pays africain. Il va être, disons, touché. D'ailleurs, tout de suite, le produit du pétrole, ils ont explosé. Et il y a même les opérateurs du secteur pétrolier marocain. Ils veulent faire une guerre, enfin, pas une grève plutôt. Une grève, oui. Une grève pour dire, attention, c'est l'hôpital qui se fout de la charité aussi un peu. Absolument. Mais bon, de toutes les manières, ils comprennent que les autorités marocaines seront obligées de réagir d'une certaine manière, surtout qu'eux attendent que les pompes à essence recevoir des subsides, etc. Donc, mais je pense que finalement, la Russie, elle va continuer à faire ce qu'elle est en train de faire, à moins qu'il y ait un changement qui n'est pas calculé du tout sur le terrain, ce qui me semble... Voilà. Il l'a dit. Voilà. Il a dit on finira le travail calmement lorsqu'on aura atteint les Parlons buts professionnel. de guerre. Ah, oui. Ce qui est extraordinaire chez Poutine, c'est que c'est un professionnel qui parle. C'est un stratège. Aucun sentiment. Voilà. Il n'y a aucun sentiment qui transparaît à travers ce qu'il dit. Nous sommes en train de faire un travail. Nous l'avons commencé. On va continuer à le faire et on ne s'occupe pas de ce que font les autres. Alors, la négociation après. Non, la négociation, il sait qu'il va, à un moment donné, oui. Il va s'asseoir autour d'une table, il va dire j'ai ceci, j'ai cela, etc. Qu'est-ce que vous me donnez, qu'est-ce que je vous donne Mais il ne veut pas aller aux négociations les mains vides. Un dernier mot, professeur Mkawi, mais vraiment en un peu moins d'une minute, pour clore cette discussion. Premièrement, je pense que le conflit va s'installer dans la durée. Poutine va réaliser ses objectifs dans le Donbass et dans le sud-est. Et il va vraiment s'asseoir à une table de négociation en force qui va déboucher sur la déclaration de la neutralisation militaire de l'Ukraine qui est déjà faite à 74% d'après les stratèges français et d'interdire à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN d'une manière définitive et exterminer la milice et les milices Azov, Spopoda et le Front de libération islamique de la Crimée. Ça, c'est des points de non-retour pour Poutine et je pense que cette guerre a été préparée depuis 2008 par Poutine et son état-major. Comme j'ai commencé, l'état-major militaire russe et le GRU, le service de renseignement militaire russe, ils ont préparé toutes les réponses à toutes les questions militaires, politiques, économiques, financières et même écologiques, et même pour le charbon.
Nous savons que le Donbass contient 36 milliards de tonnes de charbon depuis 1918, depuis le XVIIIe siècle, pardon. Donc, le conflit va s'installer. Lui, ce qu'il va éviter, c'est la guerre d'usure. La guerre d'usure. Ce sont les sanctions aussi. Non, les sanctions, tout a été étudié par Poutine et son état-major depuis 2008. Et ils ont pris toutes les garde-fous pour justement éviter les sanctions, surtout financières. Non, mais on le voit déjà, il y a la chute de la rouble, l'inflation qui atteint des chiffres exorbitants. Mais il n'y a pas de manifestation de Russes dans les rues de Moscou. Si toutefois ils le peuvent, il y a des dizaines de milliers qui sont emprisonnés. Enfin, je veux dire, oui, qui oserait sortir manifester en Russie aujourd'hui? Oui, mais c'est-à-dire quand on a faim, c'est-à-dire entre la faim et la mort, il n'y a pas une différence. C'est pour ça on ne parle pas vraiment de faim, mais on parle quand même que l'économie russe a été impactée. Je veux dire, plus que peut-être ce qu'on a pu prévoir par rapport aux sanctions. Oui, mais ils ont prévu toutes les solutions pour... c'est-à-dire alléger les sanctions occidentales. L'impact des sanctions de 2014 après l'invasion de la Crimée était de 0,05. Mais ce ne sont pas les mêmes sanctions qu'en 2014, professeur Mekawi. Les économistes et les fiscalistes pensent que l'impact est de 0,2. Donc la Russie a trouvé... d'autres solutions avec la Chine, avec d'autres, avec la Turquie aussi, la Turquie, absolument, avec le Brésil, avec d'autres nations, même avec les nations européennes. Soyons sérieux. Beaucoup de pays européens continuent à entretenir des relations économiques suivies avec la Russie. Non, parce qu'ils n'ont pas le choix. Merci beaucoup, professeur Mekawi. Malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir, et merci à mes collègues et mes amis. Merci. Alors, je vous remercie à mon tour, professeur Driss Issaoui et colonel Hassan Saoud. Merci d'avoir enrichi cette discussion ce soir. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée.